planète habitée de C.J. Keflin. Je suis numéro 57429, commandant en chef et seul survivant de l'Ayastolabar, l'un des 6 vaisseaux partis il y a 147 ans vers l'espace lointain à la recherche d'une autre forme de vie intelligente. Le rapport qui va suivre est le dernier que vous recevrez, car ma fin est proche. Il faut vous attendre à ce que votre conception de l'univers soit profondément bouleversée par la révélation que je m'apprête à vous faire. Nous avons malheureusement manqué de prudence. Nul parmi nous n'avait envisagé la possibilité qu'une civilisation puisse être aussi avancée sur le plan technique et scientifique, tout en étant par ailleurs dépourvue de tout sentiment moral. En dehors du fait qu'il est de mon devoir de vous informer des principaux événements qui se sont produits au cours de notre périple à travers le cosmos, le but de ce message est avant tout de vous mettre en garde. Oui, la vie existe ailleurs. Nous en avons la preuve formelle, puisque les créatures qui ont causé notre perte sont incontestablement de nature biologique. Je sais que cette découverte ne manquera pas d'exciter votre curiosité, mais rappelez-vous surtout les engagements pris par les États signataires de la Convention pour la sauvegarde de la paix universelle, qui prévoit entre autres l'éradication totale de toute espèce animale ou végétale susceptible de mettre en péril la survie d'autres organismes vivants. Quand les troupes d'assaut que vous allez envoyer arriveront sur cette planète maudite, vous n'aurez aucun mal à localiser son emplacement exact. Elles devront se montrer sans pitié. Les horreurs qu'elles y découvriront dépassent de beaucoup celles que nous laissaient imaginer les plus sombres prédictions de nos chercheurs. Soyez avertis, ces abominations vous opposeront une résistance farouche. Bien qu'aucun d'entre vous ne fût encore né lorsque nos vaisseaux décollèrent, vous savez très certainement que ce sont les progrès fulgurants accomplis dans le domaine de la cryoconservation à la fin du siècle dernier qui permirent à nos gouvernements de mettre sur pied ce projet insensé avant de réunir en quelques années seulement les fonds nécessaires à sa réalisation. Pour la première fois dans l'histoire du monde, une civilisation allait partir à la conquête des étoiles, et mes camarades et moi, nous avions la chance et l'honneur suprême de prendre part à cette invraisemblable expédition cosmique. Rendez-vous compte, le dernier des innombrables défis techniques que posaient les voyages interstellaires venait enfin d'être relevé, ce qui mettait à notre portée, presque du jour au lendemain, des systèmes planétaires fort éloignés. Non, vraiment, même dans la situation désespérée où je me trouve, je n'éprouve aucun regret. Quelle épopée quand on y songe. 6 vaisseaux d'une taille prodigieuse lancés à vive allure à travers les insondables immensités vers 6 étoiles différentes, avec pour mission d'identifier une planète habitée par une ou plusieurs espèces intelligentes et, le cas échéant, d'établir un contact avec leurs représentants. Peut-on rien imaginer de plus propice à exalter l'esprit d'un scientifique ? Des 5 autres éclaireurs, nous n'avons pas eu la moindre nouvelle depuis le jour de l'embarquement. J'espère de tout mon cœur qu'ils auront été plus chanceux que nous. Ce qui a rendu à peu près impossible toute communication entre nos équipages, c'est que nous avons passé la quasi-totalité de ces 147 dernières années en état de biostase. Jaxim, l'intelligence artificielle, ne devait en effet nous tirer de notre sommeil que dans 2 situations bien particulières. En cas de danger imminent, ou s'il détectait un phénomène pouvant présenter pour nous un intérêt quelconque. Nous étions 15 à bord de l'Ayastolabar. Le décollage se passa sans encombre. Dès que nous eûmes quitté la sphère d'influence gravitationnelle, nous rejoignîmes nos caissons d'hypersommeil, où, au bout de quelques secondes à peine, nous perdîmes la notion du temps et le sentiment de notre existence. À compter de cet instant, les durées allaient s'ajouter aux durées sans que nous en eussions conscience.
tandis que nos familles, que nos amis continuaient de s'émouvoir de la beauté du monde, de respirer le grand air frais de nos campagnes, faisant jour après jour l'expérience des joies et des peines de la vie, nous dormions d'un profond sommeil sans rêve. Et 62 ans passèrent ainsi. 62 ans. À mon réveil, il me sembla qu'une heure tout au plus s'était écoulée entre notre départ et le moment présent, et pourtant, pensai-je soudain, bon nombre des nôtres, de ceux que nous avions si lâchement abandonnés, devaient être depuis bien longtemps déjà retournés à la poussière. Nous nous réunîmes sans plus tarder dans le salon pourpre. C'est ainsi que s'appelait la vaste et luxueuse chambre où nous avions ordre de nous rendre, une fois réveillés, pour y attendre les instructions de l'intelligence artificielle. Nous sentions une vive exaltation nous envahir peu à peu. Mais la voix de notre ami Jacksim, en nous apprenant qu'une avarie était survenue dans la salle des machines, mit brusquement un terme à notre gaieté grandissante. Je dépêchai immédiatement sur place numéro 17818, qui ne mit pas longtemps à identifier la source de la panne. Il s'agissait d'une bielle défectueuse. Cela vous étonnera peut-être, mais la probabilité d'une défaillance mécanique ayant été considérée comme nulle par les concepteurs de nos vaisseaux, nous n'avions à bord aucune pièce de rechange. Et comme cette bielle était absolument indispensable au bon fonctionnement des propulseurs, il n'y avait qu'un seul moyen de nous en sortir. Après être allé soigneusement inspecter les parois pour m'assurer personnellement que le blindage de l'Ayastolabar n'avait pas été percé par une micrométéorite et que l'endommagement de la pièce n'était donc que la conséquence de son usure naturelle, je reprogrammai le système de navigation autonome afin qu'il nous fît atterrir à la surface d'un corps rocheux qui venait à notre rencontre. Le choc fut d'une violence inouïe. L'un des 3 pieds du train d'atterrissage se brisa sur le coup et un moniteur de la salle de contrôle fut arraché de son support et vola en éclats. Compte tenu de la petite taille de l'astéroïde, notre crainte était que le volume de régolithe disponible fût insuffisant pour nous permettre d'extraire la quantité d'oxyde de silicium dont nous avions besoin pour imprimer une nouvelle bielle, car c'était là le seul composé chimique dont put se servir l'imprimante que nous possédions. 2 rovers furent affectés à la récolte de la précieuse couche de poussière, mais le sol étant très accidenté, leur progression fut extrêmement lente. À mesure que les heures passaient, notre angoisse devenait de plus en plus intolérable, parce que nous savions que si les rovers ne trouvaient pas ce qu'ils étaient partis chercher, ce serait la fin non seulement de notre voyage, mais aussi de notre vie. Oh, quel fut notre soulagement lorsque, après plus d'une journée d'absence, nous les vîmes reparaître dans le sas, leur voyant lumineux indiquant fièrement que leur mission était accomplie. Nos ingénieurs travaillèrent alors d'arrache-pied au plan de la bielle, puis, quand celle-ci fut imprimée, ajustée et fixée, nous pûmes enfin redécoller. 2 jours plus tard, une fois certain que tout était en parfait état de marche, je donnai l'ordre à mes compagnons de regagner leur module d'hibernation. En tant que commandant en chef, je fus naturellement le dernier à prendre place dans le mien. Puis 37 années s'écoulèrent instantanément. Je me rappelle comme si c'était hier l'expression de terreur peinte ce jour-là sur tous les visages. L'incident qui avait failli nous coûter la vie lors de notre précédent réveil était évidemment toujours très présent à notre esprit. Mais lorsque Jacksim nous eut informés de la raison pour laquelle nous étions de nouveau réunis dans le salon pourpre, notre crainte fit si soudainement place à la surprise que certains d'entre nous furent bien près de perdre connaissance. Les télescopes de l'Ayastolabar, tâchez, si vous le pouvez, de vous représenter l'effet que produisit sur nous cette annonce, avaient repéré dans le système vers lequel nous nous dirigions une planète tellurique dont les chances d'être habitée par une espèce intelligente s'élevaient à 87%. Les analyses par spectroscopie de transit révélaient en effet la présence, dans l'atmosphère de cette planète, de chlorofluorocarbone.
Or, ces substances chimiques sont considérées comme l'indice le plus probant d'une forme d'activité industrielle, étant donné que la nature, à notre connaissance, est incapable de les produire. Cette pollution était donc selon toute vraisemblance l'œuvre d'une civilisation avancée. Alors il arriva quelque chose d'étrange et de terrible, un malheur auquel je ne m'étais nullement attendu. Numéro 23875 et numéro 63413, soudain en proie à une violente crise nerveuse, se mirent à hurler comme 20 démons. Leur regard, plein de rage et de larmes, était celui des fous, et dans le délire qui s'était emparé d'eux presque simultanément, ils proférèrent contre le reste de l'équipage toutes sortes d'injures et de menaces. Leurs paroles étaient agressives, incohérentes. L'un d'eux, je ne saurais dire lequel, répétait qu'on l'avait forcé à prendre part à cette entreprise aussi absurde que déraisonnable, et l'autre nous traitait tous de sauvages et d'ambitieux, affirmant que ce n'était pas la passion de la science qui nous animait, contrairement à ce que nous prétendions, mais notre insatiable soif d'aventure et de gloire. Tous deux soutenaient que c'était pure folie de s'élancer ainsi dans les profondeurs obscures de l'espace, avec pour destination un monde aussi éloigné du nôtre et dont nous ignorions absolument tout. Qui savait si nous ne tomberions pas là-bas sur une horde de monstres sanguinaires, n'attendant peut-être que des proies à dévorer? Comment pouvions-nous être sûrs que cette planète inconnue ne serait pas notre tombeau? Les deux rebelles exigeaient qu'on abandonnât la mission et qu'on fît demi-tour sur le champ afin de les ramener chez eux. Ce que cette épreuve m'apprit surtout, c'est que nous avions considérablement sous-estimé l'influence que peut avoir sur notre esprit un trop grand éloignement du sol natal. Nous savions, certes, qu'au cours d'un tel voyage, les risques de voir éclater une mutinerie seraient très importants. C'est pourquoi, bien que nous eussions été choisis avant tout pour nos connaissances avancées dans de nombreux domaines, nous avions également dû nous soumettre à diverses expériences dont le but était de déterminer précisément notre aptitude à vivre dans la promiscuité. Mais comme ce n'était que la seconde fois que notre sommeil était interrompu, ce qui venait de se passer était tout à fait inattendu et incompréhensible. Ces deux-là n'étaient plus accessibles à nos arguments, et il devint bientôt évident qu'aucun raisonnement ne parviendrait à les ramener au bon sens. C'est alors que deux autres membres de l'équipage se joignirent à leur cause et... Oh, jamais je n'avais rien vu de si épouvantable. Ce fut un déchaînement de violence. 3 des nôtres, en essayant de maîtriser les mutins, perdirent la vie. Je ne sais comment numéro 38726 et moi nous réussîmes à nous emparer d'eux et à les jeter dans une cellule. Je crois bien que c'est la peur, la hideuse peur de mourir qui avait décuplé nos forces. Et je crois aussi que l'hypersommeil avait gravement altéré nos facultés mentales. Car comment expliquer autrement l'extrême épuisement psychologique que nous ressentions tous et la fureur meurtrière de ces 4 séditieux? Leur laisser la vie sauve après qu'ils eurent fait preuve d'une pareille sauvagerie c'eût été mettre en péril l'ensemble de l'équipage et la mission elle-même. Les coupables furent jugés le lendemain et exécutés sans délai. Après une brève cérémonie funéraire, nous déposâmes dans le sas les 7 corps enveloppés de linceul, puis nous les rendîmes à l'infini. Nous n'étions alors plus que 8 à bord, l'âme lourdement éprouvée par le drame affreux qui venait de se jouer sous nos yeux. J'étais moi-même très affecté, et voulant me montrer plus compréhensif que de coutume envers mes subordonnés, je leur fis distribuer de puissants tranquillisants, avant d'encourager chacun à réintégrer son caisson aussitôt qu'il commencerait à ressentir un semblant d'apaisement. Et avant de regagner le mien, je m'assurais que Jacksim nous réveillerait quelques semaines avant notre arrivée, comme le prévoyait le protocole, afin de nous laisser le temps de vagabonder dans une série de simulations informatiques qui avaient été conçues pour nous préparer, entre autres, à la rencontre de nos éventuels futurs hôtes. Et il s'écoula encore 48 ans. À notre réveil,
Nous nous trouvions à un peu moins d'un mois de vol de GCR 85. C'est le nom provisoire que nous donnâmes ce jour-là à la mystérieuse planète qui occupait à présent toutes nos pensées. Je laissai passer plusieurs jours pour permettre à chacun de reprendre des forces, puis je décidai de commencer les exercices en réalité virtuelle. L'état dans lequel nous étions plongés lorsque nous connections notre cerveau au simulateur est comparable à l'état d'hibernation, à ceci près que nous conservions certaines de nos fonctions cognitives, telles que l'attention et l'orientation visio-spatiale. L'une des particularités de cet entraînement, c'est que le monde artificiel dans lequel nous nous aventurions n'était pas identique pour tous, dans la mesure où la machine le générait en s'appuyant sur les traits de notre personnalité, afin que chacun vécût une expérience qui lui fût parfaitement adaptée. En ce qui me concerne, les paysages qui s'offraient à ma vue étaient empreints d'une indicible beauté. J'arpentais de vastes contrées inconnues, des plaines sauvages et luxuriantes d'où se dégageait un charme enivrant, des vallées profondes au creux desquelles serpentaient de torrentueuses rivières de cristal. Partout, une nature enchanteresse. Dès l'aube, j'escaladais les versants escarpés de montagnes sublimes et pénétrais dans des forêts pleines d'ombres et de mystères. Des heures durant, je restais assis au pied d'une cascade majestueuse qui scintillait tout le long du jour comme scintillent la nuit les astres suspendus au noir dais du firmament. Et souvent, quand venait le soir, je grimpais sur le sommet d'une colline d'où je pouvais contempler à mon aise le disque écarlate de l'étoile qui descendait au loin sous l'horizon mélancolique. Aussi, au fil de mes pérégrinations à travers ces pays imaginaires, je fis peu à peu la connaissance de créatures insolites dont la face radieuse annonçait la bienveillance et la générosité. Dans chaque province que je visitais, ces êtres de lumière m'accueillaient chaleureusement, puis nous faisions le serment de nous entraider dans notre quête éternelle de progrès social et de compréhension de l'univers. J'avais désormais la certitude que le monde vers lequel nous voguions était un lieu de paix et d'harmonie. Un jour, cependant, tandis que je me rendais au salon pourpre pour y prendre mon repas, je trouvais numéro 28937 assis dans un fauteuil, les mains crispées sur les accoudoirs, le teint pâle et le regard vitreux. Je m'approchai et l'interrogeai sur la cause de son trouble, mais je m'aperçus bien vite que ses propos étaient décousus et qu'une sourde terreur s'était insinuée dans son esprit et y obscurcissait ses pensées. Il prétendait que notre vaisseau, après s'être posé au milieu d'une immense lande déserte, avait été assailli par une meute de bêtes qui, quoique douées d'une haute intelligence, étaient d'une nature singulièrement belliqueuse. À l'en croire, notre équipage venait de se faire décimer, et lui seul avait survécu à cette offensive barbare. Je compris immédiatement, en le voyant si bouleversé, qu'il prenait ses simulations pour la réalité. En vain, je tentai pendant de longues minutes de calmer son agitation. Au bout d'un moment, il commença à donner des signes de colère, si bien que je n'eus pas d'autre choix que de lui administrer un puissant sédatif. Puis j'ordonnai qu'on l'enfermât jusqu'au lendemain pour lui laisser le temps de recouvrer ses esprits. Le jour suivant, avant de me connecter au simulateur, j'envoyai numéro 89483 ouvrir la porte de sa cellule. Mais ce ne fut que plus tard, à l'heure du dîner, lorsque j'eus rejoint le reste de l'équipage, que je constatai l'absence de numéro 28937. Alors, craignant qu'il ne lui fût arrivé quelque malheur, je courus au geôle, et là, je le trouvai étendu sur le sol, baignant dans une mare de sang séché. Il était parvenu à briser la vasque en céramique destinée à sa toilette, et s'était servi de l'un des tessons pour se trancher la gorge. Oh, les mots me manquent. Comment décrire le sentiment d'horreur dont nous fûmes tous saisis à la vue de cet insoutenable spectacle?
Et cela se produisait si près de notre destination. Mais j'en arrive maintenant au dénouement tragique de cette expédition. D'après nos observations, le système planétaire auquel appartenait le monde où nous nous rendions ressemblait beaucoup au nôtre, et bon nombre de ses caractéristiques nous étaient familières. Plusieurs géantes, dont l'une au moins, probablement gazeuse, étaient entourées d'anneaux de glace. Une ceinture d'astéroïdes, puis des planètes moins massives et moins volumineuses, parmi lesquelles se trouvait, gravitant dans la zone habitable de l'étoile, celle qui hantait nos rêves. Notre excitation avait atteint son paroxysme, car nous avions conscience d'être à 2 doigts de vivre un événement historique, et nous mettions de grands espoirs dans cette première rencontre avec les habitants d'un astre inconnu. Enfin, un jour, nous vîmes grandir au loin la sphère tant attendue, et bientôt les contours d'une belle planète bleue, très semblable à la nôtre, commencèrent à se découper sur le fond noir de l'espace. Après avoir effectué une série de calculs, Jacksim désigna l'endroit le plus favorable à notre atterrissage. Il s'agissait d'une vaste région désertique située dans la partie nord d'un grand continent de forme allongée et où la température était alors optimale pour notre organisme. La couche nuageuse que nous traversâmes était d'une excessive densité, ce qui nous empêcha jusqu'au dernier moment de promener nos regards sur le paysage qui s'étendait sous nos pieds. Puis soudain apparut tout autour de nous un immense désert rouge, une solitude sans bornes d'une aridité désolante, mais d'une saisissante beauté. Jamais dans ma vie je n'avais vu pareille splendeur. De toutes parts, des canyons extraordinaires, de larges et tortueuses vallées, des arches de pierre gigantesques qui paraissaient sur le point de s'effondrer, mais qui, par je ne sais quel prodige, se tenaient debout. L'Ayastolabar survola un certain temps cette formidable étendue rougeâtre parsemée de piliers de roches et de falaises abruptes, et finit par se poser à proximité d'une arche aux dimensions imposantes. À l'exception de quelques chétifs arbustes et de rares touffes d'herbes desséchées, nous n'avions aperçu aucune trace de vie, mais durant notre descente, les antennes réceptrices du vaisseau avaient capté une profusion d'ondes électromagnétiques d'origine artificielle, et l'analyse qu'en fit Jacksim ne laissa plus de place au moindre doute. Cette planète était bel et bien peuplée de créatures intelligentes. Pouvez-vous imaginer quels seraient vos sentiments si vous étiez les premiers de votre espèce à poser le pied sur un sol lointain, foulé depuis des millions d'années par des êtres qui peut-être vous ressemblent? D'un instant à l'autre, nous allions entrer en contact avec les maîtres de ce monde étranger, et bientôt nous découvririons d'autres philosophies, d'autres spiritualités, de nouvelles sciences et une manière probablement inconcevable pour nous d'appréhender le réel. Quelle allait être leur stupéfaction en nous voyant venir à eux? À moins qu'ils n'eussent déjà reçu par le passé la visite d'autres races venues des confins du cosmos. Malgré mon impatience extrême, je décidai de rester à bord avec numéro 45297, commandant en second, afin de superviser l'opération depuis la salle de contrôle, et j'envoyai en éclaireur les 5 derniers membres de l'équipage. J'ignorais, hélas, que c'était en réalité à la mort que je venais de les envoyer. Moins d'1 heure après leur départ, nous reçûmes de numéro 54861 un message de détresse. 3 véhicules volants, d'où s'échappait un bourdonnement étrange, avaient tout à coup surgi de derrière une haute colline et s'étaient posés à quelques pas devant eux. Et, j'en frémis encore d'épouvante. Des escouades de monstres répugnants en étaient descendus et avaient fait feu sur nos camarades sans même leur avoir laissé le temps de décliner leur identité. Numéro 54861 parvint à se réfugier derrière un rocher assez longtemps pour nous avertir, mais aucun d'entre eux n'a survécu. Je vous en prie, vous savez où nous sommes. Il est trop tard pour nous, mais ces horreurs doivent être anéanties à n'importe quel prix. J'ose espérer qu'en 147 ans, nos systèmes de propulsion se sont améliorés.
Les moteurs archaïques sur lesquels nos chercheurs travaillaient avant notre départ doivent être opérationnels à présent. Oui, je connais l'ingéniosité de notre espèce. Vous serez ici dans 15 ou 20 ans tout au plus. Il y a une demi-heure environ, en voyant ces créatures immondes s'approcher du vaisseau, j'ai ordonné à Jacksim de redécoller. Mais l'un de leurs projectiles a fait exploser la salle des machines, ce qui nous a définitivement cloués au sol. Les monstres ont alors ouvert dans le fuselage une large brèche par laquelle ils sont entrés. Numéro 45 297 a été tué dans l'assaut. Quant à moi, j'ai pu me réfugier dans la soute à provisions dont je savais que le blindage serait suffisamment résistant pour me laisser le temps de dire ce que j'avais à dire. Je les entends aller et venir de l'autre côté de la cloison. Et ce n'est plus maintenant qu'une question de minutes avant qu'ils ne réussissent à la percer. Ils me tueront sur le champ, cela ne fait aucun doute, car leur brutalité... Ah, je viens juste de découvrir que... Il semblerait qu'ils se servent d'une sorte de réseau informatique mondial pour communiquer entre eux et partager leurs connaissances. Je suis en train de me connecter à ce... Oh, l'exécrable race! Il n'existe pas de terme assez fort pour dire à quel point ils sont cruels et malfaisants. Leur histoire est remplie d'invasions sanglantes, de massacres et de guerres. C'est une insatiable soif de destruction qui a guidé leur marche forcenée à travers les siècles. Pour le bien de l'univers, je vous en conjure, débarrassez-vous d'eux avant qu'ils ne parviennent, si ce n'est déjà fait, à répandre leurs semences sur d'autres astres. Ne les laissez pas propager la mort et la désolation aux quatre coins de la galaxie. Ils entrent. Leur planète, la Terre, leur monde, l'espèce humaine. Monsieur le Président, vous le savez, le 18 mars 2027 à 3h32 de l'après-midi, dans l'Utah, nos radars détectèrent la présence d'un objet inconnu survolant le cœur du parc national des Arches. 3 hélicoptères MH-139 Grey Wolf furent envoyés sur place, et les commandos qu'ils transportaient abattirent sans sommation 5 individus d'un aspect hostile qui venaient à leur rencontre. Un peu plus loin, nos hommes tombèrent sur une espèce de navire colossal d'une forme indescriptible, et dont les teintes étrangement opalescentes le rendaient presque invisible à leurs yeux. C'était, sans aucun doute possible, le véhicule des envahisseurs. Ils réussirent tant bien que mal à pénétrer à l'intérieur de l'imposante structure, où ils trouvèrent 2 autres de ces créatures, qu'ils éliminèrent sans grande difficulté. Bien. Personne ne semble avoir remarqué ni le vol ni l'atterrissage de cet engin. La singulière iridescence de son revêtement l'aura certainement mis à l'abri des regards indiscrets. Tant mieux. Après plus de 21 mois d'efforts obstinés, une équipe de linguistes est enfin parvenue à déchiffrer la totalité des textes collectés à bord du vaisseau, ce qui a permis à nos informaticiens de mettre au point un outil extrêmement sophistiqué, capable de traduire automatiquement cette langue sinistre aux mots imprononçables, aux sonorités visqueuses et dégoûtantes. Ce que vous venez d'entendre, Monsieur le Président, est une traduction précise du message vocal que le dernier d'entre eux était en train d'envoyer à ses semblables au moment où nos soldats l'ont abattu. Heureusement pour nous, les ingénieurs chargés d'analyser les données de l'ordinateur de bord ont trouvé une copie de sauvegarde de ce rapport. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour rendre intelligibles les notions qui nous paraissaient obscures. Et s'il nous est impossible de déterminer ce que représente exactement pour eux une heure ou une journée, certaines de nos informations laissent à penser que leurs années sont légèrement plus courtes que les nôtres. Oui, mais ils viennent d'où? D'où sont-ils venus ? Nous avons cru tout d'abord que leur planète d'origine pouvait être Proxima Centauri B. Mais le témoignage de ce commandant en chef semble contredire cette hypothèse. Aussi, comme nous ignorons à quelle vitesse ils se déplacent, nos conjectures demeurent très incertaines.
Parmi les astronomes travaillant sur cette affaire, plusieurs pensent que ces êtres longilignes et difformes sont venus du lointain système de Gliese 581, situé à plus de 20 années-lumière de la Terre et présentant, selon nos connaissances actuelles, des caractéristiques relativement similaires à celles de notre système solaire. Monsieur le Président, vous en savez désormais autant que nous. Devant le péril qui nous menace, que suggérez-vous